tous. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par Ardouane May, qui fait partie de l'équipe de TEDx, qui me vend une idée que je peux influencer par l'idée. Et donc, je pense que j'étais influencé par son idée en venant et essayant de vous influencer également par quelques idées qui ont été d'ailleurs largement présentées par pratiquement tous les intervenants qui m'ont sincèrement ébloui, qui m'ont affecté, qui m'ont donc ému considérablement par leur excellente, remarquable présentation. Encore 1000 fois bravo pour les organisateurs de ce TEDx. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'est les cris de valeur. Cris de valeur, deux chapeaux pour une seule tête. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, à l'origine, un petit peu ma fibre, donc, tant qu'économiste de base, je me suis un petit peu intéressé depuis quelques années à tout ce qui frappe notre quotidien. Chaque fois que vous regardez la télé, que vous feuilletez un journal, vous allez trouver qu'il y a le mot crise qui revient. Mais généralement, ce n'est pas la crise de valeur qui revient, mais c'est surtout une crise financière. C'est assez cyclique dans le monde, donc chaque 10-15 ans, un peu plus, 15-20 ans, on voit des crises financières qui apparaissent. Et malheureusement, ces crises financières, la dernière date de 2007-2008, aux États-Unis, avec tout ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les subprimes, donc les prêts hypothécaires, on donnait des crédits à des personnes qui n'avaient pas la capacité de rembourser. Et donc on s'est retrouvé avec des crédits qui financent des crédits, des banques qui financent des banques. À la fin du compte, avec une petite crise, tout bascule et les dégâts sont malheureusement non plus au niveau de la sphère financière, mais ils affectent aussi l'économique, le monde réel, donc les entreprises. Donc on a vu des licenciements collectifs, des entreprises qui licencient par dizaines de milliers d'employés. Automatiquement, il y aura donc en crescendo, augmentation des chômages, et donc on va automatiquement aller vers une crise sociale. Crise sociale, dire que si un employé n'est pas capable, bien sûr, de subvenir à ses besoins, etc., tout ce qu'on a vécu dans le monde arabe depuis un an et demi, et qui malheureusement continue encore dans un pays arabe, c'est la conséquence donc, de cette crise sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Mais cette crise sociale a aussi engendré une crise politique. C'est-à-dire qu'il y a des États qui ont totalement maintenant changé de configuration, de gouvernement, etc. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, il y a des États aujourd'hui qui sont... Et puis les États arabes qui ont été, bien évidemment, secoués en changement de régime, tout ce que vous connaissez. Mais ce que je vois ici, c'est beaucoup plus la partie apparente de l'iceberg, pas la partie, donc, immergée de l'iceberg. En fait, l'origine, c'est des crises de valeur. Quand je dis crise de valeur, on va passer de subprime, donc crise des subprimes, aux crises de valeur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez un petit peu la configuration de notre iceberg. Pourquoi crise de valeur? Vous allez trouver, j'ai choisi 4 photos. Oui? Vous reconnaissez? Ben, je pense effectivement que Bouzbel est plus connu que Prahalad. Voilà. Mais c'est très révélateur. J'ai pris Aristote, Prahalad, qui est un grand économiste aujourd'hui, qui est à l'Université de Michigan. On parlera quelque temps. J'ai pris
M. Fogalio, qui est le président d'EDF et de Veolia en France, 2 entreprises. Un temps, on verra pourquoi. Et puis j'ai pris notre ami Bouzbel. Voilà. Pourquoi Aristote? Parce qu'à l'origine un petit peu des valeurs, les Grecs, donc il y a 2000 ans, ils ont déjà commencé à réfléchir un petit peu à ce qu'aujourd'hui on est en train de vivre au quotidien. Parce que, bon, il faut dire qu'à partir de la société gréco-latine, on a commencé, à travers les grands philosophes, à philosopher autour de ce qui régit ce monde, etc. Les Grecs, ils ont imaginé donc des trucs, ils se sont lancés sur les mathématiques, l'astronomie, ils parvenaient à calculer, etc., la géométrie, l'architecture. Mais il y avait une question qui les tenait à cœur, mais ils n'arrivaient pas à trouver donc une solution qui est concevable à l'époque. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut toutes, bien sûr, être confrontés à cette question. La grande question, c'est la mort. Pourquoi on vit si un jour on va cesser de vivre, on va mourir? À cette question, les philosophes grecs, ils ont pensé, ils ont trouvé que finalement, on est sur 3 niveaux. Dans la vie, il y a un périmètre, un contour, un terrain. Il y a un terrain de jeu qui peut s'arrêter donc au décès, à la mort, comme il peut se prolonger selon chaque conviction, religion, etc. Deuxième niveau, c'est quelles sont les règles du jeu. Dans un terrain, il y a toujours une règle de jeu, des règles de jeu. Comment on peut jouer ensemble sur le même terrain. Et à troisième niveau, quelle est la finalité du jeu? Pourquoi on joue, finalement? Si on vit pour mourir. Bon. À ces 3 grandes questions, les philosophes, certainement à travers les règles du jeu, ont trouvé un concept qu'on appelle aujourd'hui la morale. La morale. Donc, c'est quelque chose qui nous régit tous dans une société. On doit se respecter, on ne doit pas tuer les autres, ce sont des humains, on ne doit pas violencer. Donc, on a mis en place des règles pour régir cette société. Avec le temps, parce que la Terre est ronde, donc automatiquement, il est fini. Et donc les sociétés dans le monde vont s'influencer, chacune va donner des sens un petit peu à ses valeurs, et va s'influencer l'une par rapport à l'autre, jusqu'à un certain moment où ils doivent se confronter, parce que l'espace est fini, et automatiquement se retrouver devant des sociétés qui voulaient influencer d'autres sociétés, parce que nos valeurs sont plus nobles que les vôtres, ou parce que nos valeurs sont plus universelles que les autres. Et à partir de là, on se retrouvait avec des guerres, des violences que vous connaissez et qui continuent valeur aujourd'hui. Et de là, je me suis également posé, à partir de la société grecque, quel est le nerf qui est à l'origine un petit peu de ces confrontations. J'ai trouvé également que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les hommes, qui s'est créé avec le temps, que vous connaissez certainement. C'est quoi? La valeur aujourd'hui la plus au sommet? L'argent. Voilà. Et l'argent, au départ, n'était pas conçu pour cela. L'argent, au départ, c'était uniquement pour échanger des biens contre les autres. Mais avec le temps, on ne pouvait pas transporter l'argent, l'or, avec nous en se déplaçant. Donc, il fallait le confier à des personnes. Et ces personnes, elles donnaient un papier qu'on appelait des effets de commerce, etc. Et quand je me déplace dans une autre ville, je peux échanger l'effet, le papier, je peux l'échanger en, bien évidemment, de l'or. Mais ces personnes-là ne pouvaient pas faire ce travail gratuitement. Donc, devraient toucher un petit peu d'intérêt. Donc, il faut que je sois payé. Et les religions qui vont se succéder, que ce soit le catholicisme ou l'islam, ou même le judaïsme, a toujours interdit les intérêts.
Et puisqu'on est au Moyen-Âge un petit peu, dans les 12e, 13e siècle, l'Europe, qui est en train de se développer, et s'est dit, oh, non, les catholiques, on ne va pas prêter avec intérêt, mais on va donner aux juifs. Les juifs peuvent prêter de l'argent aux catholiques, moyennant des intérêts, puisqu'ils ne sont pas de la même confession. Et c'est là les débuts des banques qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est cette valeur argent, malheureusement, qui va tout donc mettre en conflit dans nos sociétés. Comment détenir l'argent? Parce que celui qui détient l'argent détient le pouvoir. Je me suis vite parti un petit peu à la recherche aujourd'hui de ce qui peut être en même temps un bon profit, on peut gagner de l'argent, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit contre nos valeurs. Prahalad, qui est un grand économiste de renom aujourd'hui, propose des choses dont beaucoup d'économistes n'ont pas pensé. Parce qu'au départ, on dit que pour faire des profits, on va les faire à partir de personnes qui sont riches. Alors Prahalad dit que, tout simplement, il y a 4 milliards de consommateurs au monde à qui on peut proposer des produits et avec qui on peut gagner de l'argent sans pour autant, bien sûr, donc profiter de leur pauvreté. Exemple simple, c'est que le shampoing صغير qui est des dirhams, mais si خديتيه في القرعة, il coûte peut-être 3 fois moins. هو الثمن الحقيقي ديالو 3 fois moins, puisque plus vous achetez une petite quantité, elle est plus chère. Donc finalement, les pauvres payent plus cher que les riches. Le même cas, les cartes téléphoniques que vous connaissez. Ni quand tu comptes l'abonnement, tu payes 3 fois moins que vous êtes Jawal, etc. Alors Prahalad a fait cette remarque, il s'est dit, bon, ces pays pauvres, ces personnes ont des besoins qui sont spécifiques. Ce n'est pas les prix qui les intéressent parce qu'ils payent de toute façon, ils payent au prix cher. Ce qui les intéresse, c'est des produits adaptés. En Inde, qui est l'origine de notre ami Prahalad, il y a 300 000 ingénieurs, vous imaginez un petit peu, et qui ont pensé un jour, le cas il y a un réfrigérateur, frigidaire, les Indiens ils ont peu de nourriture à mettre dans un réfrigérateur. Donc déjà, il faut un petit réfrigérateur. 2, la plus grande partie un petit peu des villes indiennes souffrent des problèmes de haute tension. C'est-à-dire la haute tension, etc. Quand sauter les réfrigérateurs. Donc il fallait mettre un dispositif qui permet donc à supporter une haute tension. 3, ils peuvent le transporter. Donc il fallait également mettre des batteries donc, pour qu'ils puissent bien sûr le transporter. Et on a fabriqué un réfrigérateur à l'équivalent de 500 dirhams qui se vend comme des petits pains. Voilà des exemples de solutions qui permettent aux entreprises de faire du profit, mais aussi aux populations d'acheter avec un prix qui est raisonnable, tout en... Troisième personnage que j'ai pris, c'est la dualité. Parce que devant des valeurs que vous connaissez tous, la vie, il y a 7 secondes, chaque 7 secondes, il y a un enfant qui meurt dans le monde. Chaque 700 secondes. Il y a 850 millions d'affamés. 150 millions affamés. Il y a 1,5 milliard sur la planète, une personne sur 3, elle est sous-alimentée. Alors donc, la première valeur, c'est la vie. La liberté, l'amour, le sérieux. Sérieux, c'est quoi? Être sérieux comme valeur, c'est quoi? C'est quand vous faites quelque chose de bien, quand on ne vous regarde pas. L'honnêteté, la différence, la charité, le partage, le respect, la tolérance. Et j'ai mis un petit peu l'argent. Mais je n'ai pas mis une, c'est la mère des valeurs. La mère des valeurs. La mère des valeurs. Je donnerai ce bouquet à celui qui me dira.
Wallo. Zid. Wallo. 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 La modestie. La modestie. La modestie. Voilà. Passons à notre Bouzbel avant. Pourquoi Bouzbel? Parce qu'il est extraordinaire. Je ne vais pas passer parce qu'il n'y a plus, je pense, le temps pour il y a 5 minutes. Mais Bouzbel est un personnage qui est créé par un certain Nassib Mohamed, que je ne connais pas, que je connais à travers le nom. Mais c'est extraordinaire parce qu'il nous raconte des choses, tout ce qu'on ne doit pas faire et tout ce que nos enfants ne doivent malheureusement pas faire. Il reste une dernière minute, donc encore revenons toujours aux bases. Chaque fois qu'on est devant une valeur, que ce soit respect, que ce soit engagement, etc., il y a toujours un choix à faire. C'est à vous de choisir. Faites de bons choix et ça n'a toujours que des conséquences positives sur votre vie. Merci beaucoup pour votre attention. Avant de saluer notre Einstein qui nous dit « N'essayez pas de devenir quelqu'un qui a du succès, mais quelqu'un qui a de la valeur. » Merci.